Coucou téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. Nous sommes aujourd'hui au 6 août 2025. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver en tout cas ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de cette belle émission. Dans la rubrique revue de presse, nous recevons ce matin Alphonse Ouetraogo qui va décortiquer l'actualité pour nous et comme tous les jours d'ailleurs, dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous sommes installés au stade du 4 août. Le stade qui a été inauguré le 4 août dernier. Nous allons donc écouter l'intervention de El Hadj Mohamed Lamine Okwanda. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Bali Nebié, auteur du livre Tout savoir sur la sorcellerie en Afrique subsaharienne sans détour ni tabou. Il sera là pour parler de la dédicace donc de l'œuvre que je tiens en main même. Donc le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique à la découverte de Comme annoncé au début de cette émission, dans la rubrique à la découverte de, nous allons à la découverte du stade du 4 août qui a été inauguré en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en présence du Premier ministre Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo et de plusieurs personnes. On n'oublie pas également ces anciennes gloires qui étaient là au stade du 4 août pour l'ouverture. On va écouter El Hadj Mohamed Lamine Okwanda. Je suis content d'avoir la chance aujourd'hui de parler de l'inauguration du 4 août 1984, l'an 1 de la Révolution. Ce que je sais des 4 août, à l'époque au stade Unisport, qui a été baptisé au stade des 4 août en 1984. L'histoire des 4 août est liée à des personnalités forte de notre pays. Premièrement, on ne peut pas parler de 4 août, ne pas parler de président Sangoulé Aboubakar Lamizana. Je dis bien notre papa, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, qui, en tout cas à ma connaissance, avec ce que j'ai appris par JAOTP, a démarré ce dossier-là de vouloir donner un terrain digne de voltaïque qu'avec le stade municipal et le stade de Bobo. Mais la personne qui a pu conçu et même eu le plan et vraiment qui voulait aller vite construire le stade de 4 août s'appelle le colonel Cézerbo. Le colonel Cézerbo a pu aller, pour ne pas dire à 80 à l'heure. Il pensait lui-même certainement finir le stade. Et entre-temps, l'histoire de notre pays a fait appeler un certain commandant Zamatis au pouvoir qui n'a pas eu le temps de parler de stade. Et la révolution d'août 1983, composée de 4 chefs historiques, le capitaine Thomas Sankara et le capitaine Blaise Compaoré et le commandant Zamatis Boukari Lengani et le capitaine Henri Zango, que nous avons tous suivis. C'est le lieu de donner aussi des civils. Et il me permet de donner des civils, même s'ils n'ont pas été proclamés à la Révolution, c'est leurs partis qui ont travaillé dans l'ombre à l'aboutissement des 4 août 1923. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Il y a le groupe dirigé à l'époque par Valère Sommet et ses compagnons, que je me réserve de ne pas donner trop de noms. Le nom qui me revient à cœur, que je suis prêt à donner, parce que c'est égal à lui-même, c'est Podatrin. Ensuite, il y a les anciens qu'il faut respecter, les anciens par rapport à nous. L'EPAR PAI qui a aussi fait un travail énorme, qui est composé de 3 chapeaux,
le grand frère Philippe Ouedraogo, mon grand frère Arma Touré et mon grand frère Souman Touré. Là, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Cette partie-là avait 3 têtes qui se connaissent. Et c'est grâce à ces 3 têtes-là que le parti a été ce qu'il a été. Et enfin, il y avait les patriotes. Les patriotes et qui s'appelaient les Fractions communistes. D'autres s'appelaient l'engagement pour la révolution populaire ou pour le peuple. Il y avait plusieurs tendances. Mais là aussi, le grand patron s'appelait le docteur Ouattamou Lamien. Où nous sommes dedans. Je vais parler de Béa Damiba. Là, à la révolution, il s'est trouvé que c'est le capitaine Henri qui a été nommé président national de la révolution d'août. Et le vice-président, c'est un camarade à nous très engagé, c'est Alain Ilboudo, non seulement au compte des secrétaires de CDR, mais au compte de la ville de Ouagadougou. Et membre de personne était nommé président de la commission mobilisation et animation. Et les stades des 4 août relevaient de ma compétence. C'est moi qui avais la charge des stades des 4 août pour m'occuper de tout jusqu'à recevoir le Guémé-Cliff. Et autour de moi, j'avais tous les CD géographiques de Ouagadougou et tous les CD de services de Ouagadougou et les garnisons de Ouagadougou. C'est-à-dire les Badini Mahamadi, le comporé Seydou de la base révolutionnaire, toute l'armée révolutionnaire dans les cadres de la garnison. Les bureaux s'appellent la garnison. Et c'est moi qui étais premier responsable. Mais, je sais qu'à son temps, le capitaine Adi m'avait donné 10 aspirants. Des jeunes officiers qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas encore porté les galons de lieutenant, de sous-lieutenant. Parmi eux, il y a encore d'autres qui vivent et qui sont en bonne santé. Il y a le colonel, aujourd'hui, colonel-major, je ne me trompe pas, Gambo. Il va à la retraite, ancien intendant. Il y a le regretté Kéré, qui a été l'aide de camp de Blaise Compaoré. Il y a le regretté colonel Zundi, qui a servi aux garnisons de Bobo, qui est décédé. Ils sont nombreux. Parce que d'autres même étaient chefs d'état-major de l'armée. Je ne sais pas si c'est Minungu. En tout cas, il y en a beaucoup qui se connaissent quand je vais écouter l'interview. Il y était 10 qui étaient avec moi dans la commission et on a travaillé ensemble. Et donc, le stade des 4 aujourd'hui, il y a lieu de donner à César ce qu'il y a à César. Depuis que le stade a été suspendu, il faut être honnête que quand il dit le président Roch a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement le stade n'est pas fini. Il a donné les moyens, mais je pense que ceux qui devaient faire le travail ne sont pas pris au sérieux. Le colonel Damiba également est arrivé. Le président Damiba n'a pas aussi le temps de s'occuper des stades. Bon, en tout cas, pour moi, en tant que président d'honneur des supporters des étalons, amoureux de football, qui a eu la chance d'être parmi ceux-là qui ont ouvert les stades des 4 août. Il y a bientôt, je crois, 41 ans, je suis fier de savoir que le capitaine Ibrahim a fait beaucoup d'efforts et son ministre des Sports pour que les stades des 4 août reviennent au peuple burkinabé. Mais je pense que je les encourage à faire plus d'efforts pour que nous puissions avoir 2 stades encore homologués, si possible, et à Gignaré et à Bobo. Pourquoi à Gignaré? Pourquoi à Gignaré? Parce qu'il faut toujours avoir 2 terrains à moins de 40 km. Il y en a, je parle l'exemple de la Côte d'Ivoire, je parle l'exemple de Mali même. Mali a un terrain à moins de 40 km de Bamako, qui est homologué par la CAF. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, la même chose au Ghana. Pourquoi pas nous? Le drapeau burkinabé n'a jamais flotté à un mondial. Il est temps qu'on aille au mondial, il est temps qu'on prenne la coupe.
On a joué une finale, on a joué 3 demi-finales, parce que trop c'est trop. Il faut maintenant prendre la coupe dans l'unité. Et c'est là que je demande aux autorités politiques, en tout cas, je me permets de demander, le sport a besoin de pardon, a besoin d'unité, a besoin de tout le monde. Je pense que c'était un jour très attendu, tant attendu, parce que avec l'ouverture officielle du stade, on se sent véritablement burkinabé quand on est sportif. Véritablement, on était frustré de voir qu'on n'a pas de stade. Et lorsque vous entendez qu'on voyage par moment, on va jouer dans certains pays, il y a certaines paroles que vous entendez, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'encaisser. Voilà, et je pense que c'est fini. Et avec l'ouverture de ce stade, je pense qu'on redevient pleinement étalon. Voilà, quand on dit étalon, un étalon ou encore dans toutes les disciplines sans infrastructure sportive pour pratiquer, véritablement il y a quelque chose qui manquait. Et je crois qu'on va revenir au 4 août et je pense qu'on va se battre. Et je pense qu'on a même perdu certaines batailles dues au fait qu'on ne jouait pas au stade du 4 août. Voilà, je pense que si l'Égypte est devant nous présentement, c'est dû au fait qu'on ne joue pas au stade du 4 août. La Sierra Leone a partagé les points avec nous, 2-2. Je pense que si c'était au stade du 4 août ici, ils allaient prendre certainement plus de 2 buts et on aurait gagné ce match. Et même l'Égypte ne serait pas à 5 points du Burkina. Mais quand cela ne tienne, le stade est ouvert. Je pense que la bataille maintenant revient aux sportifs, revient aux organisateurs de travailler pour que ce jour-là véritablement soit bénéfice et pour le Burkina et pour le monde sportif. Nous sommes donc de retour sur ce plateau, cette fois-ci, place à présent à la rubrique Revue de presse. Et justement, pour la revue de presse, Alphonse Ouetraogo est bien installé sur ce plateau. Alphonse, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Mireille, bonjour à toutes et à tous. D'accord. Merci. La journée, elle débute bien? Ben, passablement. D'accord. Passablement. Alors, qu'est-ce qui est à la une, le quotidien du jour? Alors, allons fêter ensemble et je commence avec le journal Le Pays. Le Pays a sa une ce matin. Écrit Stade du 4 août, un joyau emblématique rouvert avec Fast Victor Ditanier, le nouveau maillot des étalons, écrit le journal. Audience du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré accueille les anciennes gloires du football africain, nous rapporte Le Pays. 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina, le président du Faso invite les Burkinabés à une prise de conscience. C'est un autre titre du journal. Pendant ce temps, l'ex-ministre Aruna Kabouré appelle à l'unité dans l'épreuve. Lutte contre le terrorisme au Burkina, 72,70% du territoire reconquis, selon le ministre de la Défense burkinabé. 42e anniversaire de l'avènement de la révolution démocratique et populaire au Burkina Faso. La révolution reste une arme de mobilisation massive. Foi de Atanas Boudou, président par intérim de l'Union MPS. La révolution progressiste populaire a mis le Burkina Faso sur orbite, se déclare donc Alexandre Sankara, vice-président du PUR. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit Révolution d'août 83, la guitare rouge du président Sankara remise aux autorités. Promotion des idéaux de la révolution progressiste populaire. Plus de 5000 jeunes mobilisés à travers le pays, nous annonce donc le journal Le Pays. Le quotidien Bobole L'Express du Faso à sa une ce matin affiche une photo du capitaine Ibrahim Traoré qui déclare ceci, je cite: nous restons engagés pour un Burkina Faso libre et digne. Une déclaration faite à l'occasion donc du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Toujours avec ce journal, la réouverture du stade du 4 août, la fin de l'exil sportif pour les étalons, écrit le journal. Évaluation des contrats d'objectifs, faire ce qu'on dit, prouver ce qu'on fait, écrit le journal. Montée des couleurs dans les cascades sous le signe de l'engagement. Évaluation des contrats d'objectifs toujours 2025. Le département de l'agriculture réalise un taux de 56,63%.
la défense renforce sa présence territoriale. Et au niveau de la sécurité, l'on enregistre un taux d'exécution de 58,18%. Donc, comme réalisation, vacances judiciaires, c'est désormais du 1er août au 30 septembre, nous annonce ce quotidien Bogolem. Le journal de tous les Burkinabés, ce quotidien d'État à sa une ce matin, traite divers sujets et on peut lire ceci. Contrat d'objectif 2025 des ministres, 72,70% du territoire reconquis. Stade du 4 août, le Burkina retrouve enfin sa cuvette. Cinéma, un réalisateur ghanéen retrace les actes de déstabilisation contre le président Ibrahim Traoré, c'est-à-dire à la page 29 du journal. Mémorial Thomas Sankara, la célèbre guitare rouge réceptionnée. Direction générale de la police nationale, l'inspecteur général de police Thierry Tuina, installé. Révolution progressiste populaire, le ministre Gilbert Ouedraogo invite à être des patriotes engagés. On murmure dans cette rubrique le journal écrit Théâtre populaire Désiré Bonogo, un concours d'architecture lancé pour sa réhabilitation. Orodara, pour terminer, un jeune footballeur foudroyé. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, nous parle donc celui-ci. Réouverture du stade du 4 août, le mythique joyau du sport national pleinement fonctionnel. Le président du Faso appelle les Burkinabés à regarder l'avenir avec ambition, confiance et détermination. C'est un appel à l'occasion donc du 65e anniversaire de la proclamation de l'indépendance donc de notre pays. Évaluation à mi-parcours des ministres. Et le département en charge de la défense enregistre un taux de 72,70% reconquis au niveau donc du territoire. Un taux aussi de 46,74% est enregistré au niveau du ministère de la Santé. Maître Edasso Rodrigue Bayala, le chef donc du département de la justice, lui enregistre un taux d'exécution de 63,57%. Le ministère de la Sécurité affiche un taux de réalisation de 58,18%. L'Observateur Palga, ce quotidien privé, dans sa parution du jour, nous parle donc de la réouverture du stade du 4 août. Enfin, le public rentre en jeu, écrit le journal. Ministère de l'Action humanitaire, 1,060,000 PDI sont retournés dans leur patelin, écrit le journal. Reconquête du territoire, cible atteinte à 72,70% au niveau donc du département en charge de la défense et des anciens combattants. Plaie de saison, les conseils du docteur Namoano pour soulager les enfants sont alliés à la page 6 du journal dans sa rubrique Carnet de santé. Passation de commandement à la DGPN, l'instauration de l'ordre public se poursuit avec Thierry Tuina. Véhicule hors gabarit, 1er septembre, vient vite. Pour terminer avec le journal Aujourd'hui Faso, le jour Faso dans sa parution du jour affiche réouverture du stade du 4 août, nouvelle vie d'un temple du football. 65e anniversaire de l'indépendance, le message de IB est à lire à la page 5 du journal. Collecte des archives et artefacts du père de la Révolution. Le ministre en charge de la culture a reçu la guitare rouge du président Thomas Sankara. Évaluation des contrats d'objectif 2025 des membres du gouvernement. Le garde des Sceaux Rodrigue Edasso Bayala engrange 63,57% au 30 juin 2025. Opération casier vide en appel. 1200 dossiers seront examinés du 11 août au 22 novembre 2025, nous annonce le journal. Merci bien Alphonse Ouedraogo pour ces différentes unes, mais nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Alphonse, débutons avec ce sujet-là. Les évaluations des contrats d'objectifs se poursuivent à la primature.
Oui, et déjà, on peut dire que plus de la moitié des ministres sont donc déjà passés devant donc, le Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouedraogo, pour donc s'expliquer, pour faire leur exposé en termes donc, de réalisation de ces contrats d'objectifs. Vous savez que c'est une politique mise en œuvre pour évaluer les ministres chaque année, et surtout, ça c'est une évaluation des premiers 6 mois de l'année. Il y aura une autre évaluation en fin d'année, et c'est ce qui permettra donc au Premier ministre d'avoir une idée de ce qui a été donc réalisé après avoir confié ces activités, ces objectifs-là aux différents donc, départements. Donc, il était tout à fait indiqué que à cette étape des activités qui sont donc menées, qu'il passe donc au peigne fin de ce qui a donc été réalisé au cours de l'année, surtout pour les 6 premiers mois. Comme, rappelez-vous, il y a quelques semaines, le chef de l'État appelait donc les membres du gouvernement à se donner davantage pour que l'on puisse enregistrer de bonnes réalisations. Je pense que c'est dans ce sillage que le Premier ministre procède donc à cette évaluation. Et l'on retient que beaucoup de ministères enregistrent donc de bons taux en termes de réalisation. Quand vous prenez par exemple au niveau donc du département de la Défense, on peut dire que 72,70% du territoire reconquis, c'est quand même un pas en avant. Même si le ministre a précisé que d'ici la fin de l'année, ce qui sera fait sera plus meilleur que ce qui a déjà été réalisé en ce moment-là. Il y a aussi au niveau donc de la justice, tout le monde voit que il y a cette opération casier vide qui s'est multipliée et on est allé très vite que aujourd'hui on parle d'opération casier vide en appel, c'est-à-dire ce n'est plus au premier degré, mais au second degré. Donc ça montre que au niveau donc du premier degré, peut-être que les tiroirs sont vides parce qu'il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été fouillés, qui ont donc été jugés. Alors, il a précisé que l'objectif annuel était de juger en tout cas au moins 4000 dossiers, mais on s'est rendu compte qu'ils sont allés à plus de 8000 dossiers jugés. Donc, c'est quand même une prouesse. Et c'est donc remercier en tout cas Maître Edasso Rodrigue Bayala parce que le peuple est témoin de ce qui est fait au niveau donc, de la justice. Mais il faut noter aussi qu'il y a des départements qui sont vraiment transversales au point que même si vous allez aller vite, même si vous voulez aller vite, c'est compliqué. Il faut tenir compte de la manière que en tout cas d'autres départements bougent pour pouvoir agir. Quand vous prenez le département en charge donc la solidarité, il a précisé que il y a au moins 1,060,000 personnes PDI qui sont donc retournées dans leur village. Ça c'est bien. Il a réalisé aussi un taux considérable, mais l'objectif était d'aller plus que ça. Mais compte tenu du fait que c'est un ministère qui est transversal, il faut tenir compte de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Donc il y a la défense aussi qui doit bouger, la sécurité qui doit évoluer, qui doit se stabiliser. Il y a aussi des infrastructures qui doivent être réalisées pour les PDI en termes de logement. Donc ça fait que vous n'avez pas en tout cas la totalité de vos marges de manœuvre. Donc vous êtes obligé d'aller avec l'évolution des autres ministères pour pouvoir agir sur le terrain. Donc ce qui fait qu'on est à ce stade-là, mais il affiche donc un bilan positif, tout comme d'autres ministères. On va attendre la suite donc de l'évaluation des autres ministères pour avoir une idée globale de ce qui a déjà été fait. D'accord. Et deuxième sujet, Alphonse, les villas meublées seront fermées selon donc le ministre de la Culture. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Vous savez que ces villas meublées se sont multipliées dans pratiquement toutes les grandes villes, au point qu'on se demande qu'est-ce qui fait donc pousser ces villas meublées-là, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais la compréhension ici,
il se trouve que ces villas meublées dévient leurs objectifs. Beaucoup peuvent témoigner. Ces villas meublées qui étaient donc censées être des endroits où des étrangers qui viennent ou des gens qui veulent passer un temps, quelques jours, se reposer. On se rend compte que ces villas meublées sont utilisées à d'autres fins. C'est des endroits de partout, c'est des endroits de débauche, c'est des endroits d'hébergement des gens qui peuvent nuire à notre sécurité. Ça fait que il était tout à fait indiqué que l'autorité agisse pour essayer de réguler. Aujourd'hui, je pense que la fermeture a commencé parce que nous sommes dans un contexte difficile. On ne peut pas permettre que des gens mènent des activités qui ne respectent pas les normes, mènent des activités, ils ne payent pas en termes donc de notre tourisme, développement de notre tourisme, c'est-à-dire ils tuent même l'économie au niveau du secteur hôtelier. Donc ça, ce n'est pas normal. Alors que nous avons des hôtels qui payent des taxes, nous avons des endroits bien indiqués où les gens peuvent aller passer un temps, que ce soit les étrangers ou ceux qui peuvent en tout cas participer au développement de notre tourisme interne, peuvent aller dans ces endroits indiqués. Mais eu égard à la multiplication de ces villas meublées et avec son lot de conséquences économiques, sécuritaires et même ostentatoires à nos mœurs, je pense que l'autorité a voulu agir ici pour mettre les choses comme il se doit. Le ministre a l'écouté. Il a dit que la fermeture de ces villas meublées ont commencé. Un numéro vert sera donc donné dans les jours à venir pour appeler les citoyens à dénoncer tout villa meublé qui se trouve dans tel ou tel endroit pour que l'autorité puisse agir. Je pense qu'en termes même d'économie, on perdait beaucoup parce que je ne crois pas que ce sont toutes ces villas meublées qui payent des taxes, qui respectent les normes en termes d'hygiène. Donc, il était de bon ton que l'autorité agisse et c'est à saluer. Actualité internationale, en Côte d'Ivoire, la marche de protestation de l'opposition qui avait été interdite a finalement été autorisée hier. Oui, après une rencontre entre le préfet d'Abidjan et puis les organisateurs donc, de cette marche, je pense que se sont tombés d'accord que la marche qui était programmée pour le 2 août, qui par la suite a été interdite, cette fois-ci, la marche a été autorisée. Pourquoi ça avait été donc interdit? Ce qui avait été mis en avant, c'est compte tenu du fait que la Côte d'Ivoire prépare la célébration de l'indépendance donc du pays. Vous savez que c'est demain 7 août, donc toutes les forces de sécurité étaient mobilisées pour converger vers Bouaké pour assurer en tout cas la réussite de cet événement-là. Donc l'État n'était pas en mesure de mobiliser encore des FDS pour assurer la sécurité de ceux qui organisent donc cette marche. C'est ce qui a été donné comme explication. Soit, cette fois-ci, je pense que c'est la date du 11 août qui a été retenue, après donc concertation, pour cette marche de protestation de l'opposition. Une partie de l'opposition, il faut le préciser, parce que c'est le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, et puis le parti de Tidjane Thiam, le PDC-RDA. Ce sont ces deux partis-là qui sont mis ensemble pour en tout cas conduire cette marche-là. Et une marche qui doit donc, qui a changé d'itinéraire, parce que c'était organisé, c'était prévu pour se dérouler, en tout cas au plan d'Abidjan, mais ça a été excentré. Désormais, c'est à Yopougon que ça va se passer. Il quitte donc la place Fagidiba pour aller à la place Figaro, c'est à Yopougon. Je pense que certainement c'est par mesure aussi de sécurité pour pouvoir contrer certaines choses que ça a été délocalisé par l'autorité. Alors, je disais que c'est une marche de protestation parce que pour les organisateurs, il faut vraiment un dialogue sincère et franc entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir pour harmoniser les choses. La Côte d'Ivoire, entre
aux élections en octobre prochain. Mais aujourd'hui, la classe politique ne parle pas d'une même voix. De ce fait, l'opposition demande à ce qu'il y ait vraiment un dialogue direct entre les deux partis, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont de l'opposition, pour en tout cas s'entendre sur un minimum. Alors, une partie de l'opposition, comme je l'ai dit actuellement, vous allez vous rendre compte que la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAP-CI, est en pourparlers avec le parti au pouvoir, le RHDP. Ces pourparlers ont commencé depuis hier, certainement se poursuivre. À écouter donc les premiers responsables, les deux cas, il y aura en tout cas une autre rencontre. Après la deuxième rencontre, le point sera fait et les conclusions seront portées au plus haut sommet et certainement une large concertation pourrait vraiment s'instaurer. C'est ce qui a été donné comme explication hier. Et au niveau de cette coalition-là, on retrouve Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, un certain nombre de partis qui, en tout cas, ne sont pas au niveau du front de l'opposition, où il y a Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, les deux partis réunis à ce niveau. Donc c'est une opposition divisée. Une opposition divisée qui est un fait qui la fragilise davantage. Je pense que ceux qui sont au pouvoir sont en train de jouer à ce jeu-là, diviser pour mieux régner et gagner en temps. Qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara, qui a déjà déclaré sa candidature, en fin de compte, va arrêter comme décision? Est-ce que c'est pour amener l'opposition, pour faire espérer l'opposition jusqu'à un moment où il n'y aura plus, en tout cas, une décision salvatrice pour cette opposition? On ne le sait pas. Mais il se dit que Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont parlé au téléphone. Qu'est-ce que les deux partis, les deux personnalités se sont dit? On ne sait pas, mais les gens pensent que s'ils se sont parlé au téléphone, certainement, il y a une lueur d'espoir en termes en tout cas, de crispation au niveau politique, en termes, en tout cas, de dialogue en vue. Nous espérons que ça soit ainsi. Merci bien Alphonse Ouedraogo pour ces différentes précisions. C'est tout pour la revue de presse. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Chers téléspectateurs, nous allons l'accompagner Alphonse Ouedraogo avec ceci. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Nous sommes de retour sur ce plateau. Notre invité est bien installé. On se retrouve juste après cette transition. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Bali Nebié, auteur du livre Tout savoir sur la sorcellerie en Afrique subsaharienne sans détour ni tabou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour ma fille. Et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Qui est Bali Nebié? Je me nomme Bali Nebié, je suis professeur certifié de SVT à la retraite. Je suis écrivain, formateur et aussi expert de l'Académie endogène des savoirs. Voilà tout ce que je puis vous dire. Okay. Voilà, moins que vous ne vouliez, n'est-ce pas, de détails. Voilà, oui. C'est ça. Parlez-nous un peu de votre parcours. Mon parcours, mon vieux, écoutez, j'ai fait mes études, d'abord, les études primaires dans mon village, ensuite le collège Saint-Joseph Moukassa, en 67, promotion 67. Ensuite, après la troisième, je me suis retrouvé à l'école normale de Ouagadougou, devenu aujourd'hui le lycée Bogoro. Après le baccalauréat en 74, je me suis retrouvé donc à l'université, inscrit à l'université du Bénin. Mais attention, à l'époque,
c'est ce qui est devenu l'université de Lomé. L'université du Bénin, on appelle UB, c'est l'université du Togo en fait. Et après ma licence, je me suis inscrit à l'université de Poitiers en France. Et après la maîtrise, en 1979, je suis rentré. J'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné donc de 79 jusqu'à 1973. J'ai été admis à la retraite. Je suis resté en classe pendant ces 34 ans. Wow. Voilà. D'accord, merci bien. Voilà. Et comment est venue cette motivation de faire des recherches sur la sorcellerie? Oui. Bon, moi je suis né au village, j'ai grandi au village. Bon, et je dis toujours par rapport à la situation actuelle, c'était une chance pour moi parce que mon village a gardé pendant longtemps cette tradition ancestrale et je m'intéressais beaucoup à l'activité, n'est-ce pas, du village. Tout temps, j'étais avec mes camarades de la même classe d'âge et j'ai appris beaucoup de choses au village. J'ai eu la chance d'avoir été encadré vraiment par deux personnages exceptionnels qui m'ont appris beaucoup de choses sur nos traditions. Eh bien, je me retrouve donc la sorcellerie, on nous en parle depuis notre enfance. Je me retrouve à Ouaga comme enseignant, c'était en 90. J'apprends que il y a un centre où on accueille des vieilles qui ont été bannies de leur communauté pour allégation de sorcellerie. Ah non, moi je dis, mais ça c'est inadmissible. Je suis allé, n'est-ce pas, dans le sens, c'était le centre d'Elouendé de Tanguin. Je suis allé, j'ai vu, honnêtement, j'ai été choqué, j'ai même failli verser des larmes. Parce que dans notre éducation, on ne peut pas s'en prendre à des personnes âgées. Non. Ces personnes ont tout donné pour leur communauté et par conséquent, la communauté quand même devrait, n'est-ce pas, s'occuper de ces personnes quand ils n'ont plus la force. Malheureusement, on se retrouve à s'acharner sur ces personnes et l'Afrique noire était quand même reconnue comme étant, n'est-ce pas, un continent qui, dans ses traditions, avait beaucoup de respect pour les personnes âgées. Et c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, d'abord j'ai tenté de produire un article avec la collaboration d'amis. Quand je leur parlais, n'est-ce pas, de sorcellerie, non, les gens disaient non, si c'est ça, là, ça c'est compliqué. J'ai produit mon article, j'ai publié mon article dans un journal de la place, c'était l'Indépendant en son temps, en 1998. Bon, il y a eu peu de réactions. J'ai décidé d'écrire. Et le premier ouvrage, c'était Le crépuscule des ténèbres, dans lequel se montraient les souterrains de toutes ces accusations contre ces pauvres femmes. D'accord. Voilà. Et pourquoi avoir choisi le titre Tout savoir sur la sorcellerie en Afrique subsaharienne sans détour ni... Oui, mais dites-vous que le thème, c'est le 4e livre en fait. Le 4e livre qui traite de la sorcellerie. Après le crépuscule des ténèbres, j'ai écrit un deuxième qui est Le roi du Djadjo, dans lequel je voulais partager avec les lecteurs en fait le système d'initiation à la sorcellerie, et je l'ai fait dans le cadre d'une confrérie, les hommes lions. Les hommes lions sont beaucoup répandus dans notre milieu, un milieu de la savane. Ensuite, alors, on m'a dit non, les biais, ce sont des fictions, etc. Je dis, je vais maintenant faire, les littéraires m'ont aidé, comme je suis de formation scientifique. Ils m'ont dit non,
est-ce que tu peux faire un essai littéraire? Je dis très bien. J'ai donc produit l'essai littéraire, et ça c'était en 2000, et le titre c'était La sorcellerie, un géant tigre de papier. Et dans cet ouvrage, j'ai décrit les sociétés secrètes, et comment est-ce qu'elles fonctionnaient. Bon, j'ai donné quand même pas mal de détails. Eh bien, et là, c'est après que j'ai ouvert une école de formation, et un des modules, c'est l'analyse de la pratique de la sorcellerie en Afrique noire. Et c'est au cours de cette formation, il y a un jeune qui a été vraiment impressionné par la formation qu'il a reçue. Il m'a dit, mais maître, pourquoi est-ce que vous n'allez pas refaire, n'est-ce pas, republier, n'est-ce pas, un ouvrage dans lequel on va présenter des questions. Et bon, ce n'est pas, c'est pas ordinaire, hein, ça il faut le dire. Donc, on a sélectionné, et c'est avec lui, bien sûr, en fonction des préoccupations des jeunes, surtout, par rapport à la sorcellerie, on a sélectionné 168 questions auxquelles je donne des réponses. Voilà un peu. Ok. Voilà. Souvent, avant d'écrire leur livre, les auteurs lisent leur devancier. À ce qui vous concerne, par exemple, on peut citer Dimdolop Somoudra. Ah oui, je l'ai vu. Titenga, Frédéric Passé, Oui. qui ont essayé de mettre un peu de lumière sur la sorcellerie. Tout à fait. Est-ce votre cas? Hein? Est-ce votre cas? Ah oui, j'ai lu tous ces ouvrages, toutes ces œuvres, je les ai lus. Il y a même le crépuscule des temps anciens. Alors là, c'est formidable. Je prends, n'est-ce pas, le cas des auteurs d'ici. Mais je ne me suis pas arrêté à cela. J'ai mené d'autres enquêtes. Et je me suis rendu compte, quand on a commencé à me parler, n'est-ce pas, de sociétés secrètes, j'ai dit, mais il faut que j'en sache long. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé des ouvrages édités en 1936. Ça veut dire pendant la période coloniale. J'ai eu des photos. Et il y a également un ouvrage qui m'a beaucoup impressionné. C'est intitulé « Les hommes léopards de l'Afrique noire », édité en 1955. Et ça m'a permis de faire des recoupements. J'ai compris le fonctionnement de ces sociétés secrètes. Et ça, les sociétés secrètes, c'est la base du phénomène de sorcellerie. Alors, une personne qui parle de sorcellerie sans évoquer les sociétés secrètes qui animent, n'est-ce pas? Non, la personne est carrément dans le décor. Et c'est ce qu'on a toujours caché en réalité aux populations. Les gens parlent de sorcellerie et c'est pourquoi je dis souvent, dans ce concept, quand on parle, n'est-ce pas, de sorcellerie en Afrique, il y a la perception des populations. On dit des profanes, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les hommes non initiés. Et il y a la perception des initiés. Les initiés, ce sont ceux qui sont dans l'ombre en train de tirer les ficelles. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas parler de sorcellerie sans évoquer, n'est-ce pas, les sociétés secrètes. Et les sociétés secrètes font tout pour que les populations ne soient même pas au courant qu'elles existent. Hein, parce que c'est le fondement. Et peut-être on va aborder, n'est-ce pas, le rôle, n'est-ce pas, de ces sociétés secrètes. Est-ce que la sorcellerie est différente de la magie? Ah oui, c'est différent en réalité. Il y a une nuance quand même très importante parce que la magie est considérée comme étant une pratique qui confère, qui entraîne la croyance de forces surnaturelles permettant d'agir sur le monde matériel
en utilisant des rites. Si tu prends par exemple le gars, on vous dira, n'est-ce pas, qu'il y a des gens qui sont capables d'évoquer la foudre. On vous dira qu'il y en a qui sont capables, par des rites, de créer de grands vents, de vents violents et de les envoyer. Ça, dans la conception même, ces gens sont des magiciens. Ils utilisent des rites. Et maintenant, le magicien peut agir dans le sens qui favorise les populations. On parlera en ce moment de haute magie ou de magie blanche. Par contre, si la personne utilise cette force, agit sur le monde matériel pour faire mal, là on parlera de la magie noire. Mais la sorcellerie, on dit, c'est une pratique qui confère à un individu des pouvoirs surnaturels, lesquels pouvoirs lui permettront généralement de nuire à autrui et exceptionnellement de protéger les siens. Alors ça veut dire que dans la sorcellerie, il y a automatiquement la connotation, c'est le mauvais. Voilà un peu la nuance. Est-ce que ce n'est pas un domaine assez sensible, hein? Parce que quand on parle de sorcellerie, ça fait un peu peur. Tout le monde semble avoir peur. Mais vous avez décidé de travailler sur ce sujet. Mais l'objectif justement de la sorcellerie telle que conçue par les sociétés secrètes, c'est de faire peur. C'est l'objectif. C'est de faire peur. On pourrait comparer la sorcellerie à un épouvantail des champs. Je ne sais pas, toi tu es encore très jeune, tu ne connais pas l'épouvantail des champs. Je te donne aux auditeurs. Voilà, rapide, ça veut dire que au village, quand nous étions petits, quand les parents ensemençaient les champs, il y a les francolins, que l'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, les perdrix, qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. Les francolins venaient déterrer les graines et s'en nourrissaient. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Nos parents fabriquaient des mannequins, si vous voulez, avec des branchages. On lui donne un chapeau avec une fronde et on les garde, n'est-ce pas? Et quand les perdrix viennent et voient, n'est-ce pas, pour les perdrix, c'est une personne. Mais ça a été arrêté, ce sont des branchages. Donc, on pourrait comparer la sorcellerie à l'épouvantail des champs. Le but de l'épouvantail, c'est d'effrayer les perdrix pour qu'elles n'envahissent pas le champ. Et le fabricant, n'est-ce pas, de l'épouvantail, c'est le propriétaire du champ, c'est le paysan. Et ce paysan serait comparable, n'est-ce pas, à la confrérie. L'épouvantail à la sorcellerie et les perdrix assimilables, bien sûr, aux perdrix. Voilà un peu. L'objectif, c'est de faire peur dans un but bien donné. Voilà. Et qu'est-ce qu'un sorcier? Un sorcier. Alors, je te disais tantôt que il y a la perception des populations et il y a la perception des initiés. Pour le commun des mortels, on vous dira que le sorcier, c'est quelqu'un qui voit l'âme, qui peut capturer l'âme, tuer, manger l'âme. C'est quelqu'un qui est à mesure de se transformer en un animal quelconque, et il peut se transformer même en tourbillon. Mais c'est-à-dire les descriptions que l'on donne aux sorciers, c'est un monstre, c'est effrayant, mais c'est fait exprès. Et ce sont les confréries qui véhiculent cette image du sorcier.
Je te dis, l'objectif, c'est de faire peur aux populations afin d'amener les populations à se comporter d'une certaine manière. Nous allons voir ça. Alors maintenant, sinon la définition, si nous voyons l'autre, maintenant quand nous prenons le cas des confréries, le sorcier, c'est une personne qui a accepté d'adhérer à une organisation secrète, laquelle organisation a une ambition, c'est de façon souterraine participer à la gestion politique de la communauté. Nous verrons, la confrérie, c'est une sorte de brigade des mœurs. Les confréries font en sorte qu'il y ait de l'ordre, de la discipline et de la justice au sein de la communauté. Bon, pour ceux qui ont eu l'occasion, ceux de ma génération, les générations antérieures, mais il n'y avait ni policier au village, ni gendarme, ni prison, rien. Mais la discipline était de rigueur. Et il n'y avait pas de viol. Ou en tout cas, rarement, moi, toute mon enfance, je n'ai jamais entendu parler, n'est-ce pas, de viol. Il n'y avait pas de vol. Et je me rappelle un peu, dans notre système, quand nous étions enfants, et que pendant nos balades, quand vous ramassez, n'est-ce pas, une pièce d'argent, vous partez directement voir votre père. Il va vous dire, allez voir le chef de terre. C'est la première autorité coutumière chez nous, chez les Gourossi. Et c'est le chef de terre qui vous dira, allez dépenser. Et ce n'est même pas fini. Quand vous allez pour acheter, par exemple, des galettes, la femme qui vend les galettes vous demande, où est-ce que tu as eu l'argent là? Tu vas dire non, tu vas expliquer que de toutes les façons, j'irai vérifier avec ta mère après. Ça veut dire que toutes les conditions étaient créées pour qu'il y ait d'abord la transparence et pour que les gens soient honnêtes. Et dites-vous, pour vivre cela, pour qu'il y ait un tel ordre, il a fallu travailler en bas. Et ce sont les sociétés secrètes qui étaient les artisans, n'est-ce pas, de cette discipline, de cet ordre. Est-ce qu'on peut dire que la sorcellerie constitue un obstacle majeur au développement du continent? Non. Bon, dans une certaine mesure, parce que les structures, les confréries ont été démantelées avec le contact avec l'extérieur. Les confréries ne fonctionnent plus. Il n'y a plus que les rescapés en réalité. Il y en a qui sont devenus, n'est-ce pas, de véritables mercenaires et qui se mettent au service du plus offrant. Mais vous savez, vous constatez qu'aujourd'hui, il y a un tel désordre dans nos sociétés, que ce soit à Ouaga, et bon, dans les villes, que ce soit dans les campagnes, on accuse partout des gens de pratiques de sorcellerie, on les chasse. Ensuite, et dans les villages, on traumatise les populations, on rackette les populations. Mais ça n'a rien à voir avec nos traditions. Absolument pas. Et en réalité, c'est contre ces pratiques que moi, je lutte. Je lutte pour rétablir nos traditions. Et je montre tous mes articles, tous les livres que vous allez lire. Je montre aux gens que c'est faux, ce que l'on fait là. Ça n'a rien à voir avec nos traditions. Et j'insiste pour dire, nos traditions ont toujours protégé la veuve et l'orphelin. Ce qu'on est en train de faire, ça n'a rien à voir. On ne peut pas chasser des gens. Et peut-être qu'on va venir, les procès de sorcellerie dont on me parle souvent, on vous a décrit, ces procès de sorcellerie visaient dans le temps
à écarter de la communauté temporairement ou dans certains cas extrêmes définitivement les fauteurs de troubles. J'insiste bien, les fauteurs de troubles. Les fauteurs de troubles, ce sont des gens dont le comportement justement va tendre à remettre en cause l'ordre social. Et dites-vous, ça ne peut pas être une femme. Ça ne peut pas être surtout une femme âgée. Ce n'est pas possible. Il n'y a que des hommes pour s'opposer, pour tenter donc de porter atteinte du moins à l'ordre social. À la page 27, vous avez parlé de fantômes. Ouais. Aline Ebié, est-ce que les fantômes existent réellement? Ah, alors non, dans l'ouvrage, j'en ai un peu parlé. Vous savez, les confréries, et il faut avoir ça toujours à l'esprit, les confréries mettaient tout le temps en œuvre pour que les gens aient peur. Il faut que les gens se conduisent. Je vous dis, il n'y a pas de police officielle, il n'y a rien. Il faut que les gens, il y ait une force qui amène les gens à se comporter normalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La question c'était? La question c'était, vous avez parlé là de des fantômes. Est-ce que les fantômes existent réellement? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque village, les confréries se donnent la mission de créer la peur permanente au niveau des populations. Et pour créer cette peur permanente, il y a des scénarios qu'il faut organiser. On vous dira souvent, il y a un fantôme qui est en train, n'est-ce pas, et vous pouvez même voir, n'est-ce pas, des sortes de fantômes. On dit c'est un fantôme qui est là, et qui est à la recherche d'une âme pour pouvoir, pour remplacer son âme. Ça veut dire qu'on considère en ce moment le fantôme comme étant, n'est-ce pas, c'est comme l'âme de la personne qui est en détresse et qui recherche une autre âme, n'est-ce pas, pour la remplacer. C'est un problème purement, si vous voulez, de culture, le fantôme. On vous dira, il y a des maisons hantées. Eh bien, je vais vous le dire, mon opinion, ce sont des montages, tout simplement. Et je vous dis les choses un peu cruellement. Ouais, sorcellerie et pouvoir mystique, vous en avez également fait cas dans votre livre. Est-ce que les sorciers avaient des pouvoirs mystiques? Vous savez, les pouvoirs des sorciers, les membres des confréries dont je parle, subissent une formation dans le domaine, par exemple, la psychologie humaine, dans le domaine de la botanique, et dans le domaine pharmacologique. Ils connaissent, ils savent fabriquer et utiliser des poisons. Et encore qu'il y en a, au fur et à mesure bien sûr qu'ils avancent, il y en a qui ont des connaissances, ce qu'on appelle les lois cosmiques. Ils apprennent ça au fur et à mesure avec les plus anciens. C'est une somme de connaissances. En chimie et physique, ils ont ces connaissances. Mais il faut garder ces connaissances secrètes. Les connaissances sont des pouvoirs. Si vous avez des connaissances, mais c'est un pouvoir que vous avez. Et les confréries avaient ces connaissances. Ce qu'il faut retenir, les membres des confréries étaient les personnes les plus rationnelles qui soient. Parce que pour mystifier, il faut avoir des connaissances. Et là, il faut, le principe, j'insiste là-dessus, hein, il faut que les gens aient peur. Si les gens, la peur, dès que vous maîtrisez la peur d'une personne,
vous pouvez la manipuler à volonté. Et l'objectif des confréries a toujours été ça. Il faut créer, n'est-ce pas, cette peur-là, par tous les moyens. Beaucoup pensent que la sorcellerie est héréditaire et qu'elle se transmet de la mère à la fille, ou en tout cas du père au garçon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux. Comme je viens de vous le dire, le sorcier, c'est une personne qui a opté d'adhérer à une organisation secrète. Alors, je vais vous donner quelques conditions d'adhésion. Il fallait être un garçon. Deuxièmement, il fallait être coopté. On ne se lève pas pour dire, n'est-ce pas, moi je veux adhérer à l'association, puisque on fait en sorte que les populations ne soient même pas au courant de l'existence de ces sociétés secrètes. Donc, un jeune est coopté par les membres les vieux de l'association pour lui dire, eh bien, on voudrait que... Et il faut être moralement et physiquement irréprochable. Le jeune doit être... Alors, là, bon, il y a des droits d'adhésion, il y a des confréries comme la confrérie des hommes lions et la confrérie des hommes panthères. Ah, là, ce sont des confréries qui exigeaient, entre autres pour l'adhésion, le don d'une vie humaine. Voilà. Alors, et j'insiste pour dire une chose. Dès qu'un enfant est inscrit à l'école, il perd toute possibilité automatiquement d'être coopté. Dès que vous êtes inscrit, soit à l'école primaire, soit à l'école coranique, soit à l'école classique que nous connaissons, ils n'ont pas confiance parce que la personne embrasse une autre civilisation, une autre culture, précisément. Mais les confréries ne vont pas prendre, n'est-ce pas, le risque de coopter la personne. Et c'est une des raisons pour lesquelles les personnes instruites ne sont pas au courant du fonctionnement de la sorcellerie. Sauf quelques cas exceptionnels. Et je crois que moi, j'ai échappé au système quand même. Voilà. En parcourant votre livre à la page 71, vous faites cas de sorcellerie, divinité et fétiche. Est-ce qu'il y a une différence entre les fétiches et les divinités? Ah oui, il y a une différence. Bon, d'abord, la divinité, nos sociétés croient en un Dieu. Par exemple, sur les Gourossi, on dirait Yi. Voilà. Alors, les divinités sont des émanations de Dieu, c'est-à-dire des créations de Dieu. Vous avez la terre, c'est une divinité. L'eau, ça donne le marigot qui est la divinité. Je prends le cas, par exemple, à Bobo, on parle de le Dafra, si vous avez entendu. C'est une divinité. Dieu a créé également le feu. La forge est une divinité. Il y a l'air, c'est une divinité. Il y a la nature, les êtres vivants, si vous voulez, ça constitue les divinités. La divinité est communautaire. C'est pour toute la communauté, même si la gestion est confiée à un lignage. Mais c'est communautaire. Vous êtes chef de terre, ou bien vous êtes par exemple le chef de la forge. En principe, vous ne pouvez pas vous lever, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a confié la gestion, vous ne pouvez pas vous lever et dire, ah non, non, moi, je quitte, je vais amener, n'est-ce pas? Non, c'est pour la communauté. Et au niveau de la divinité, il y a des autels. Vous pouvez solliciter tout sauf chercher à faire du mal à quelqu'un. Et les sacrifices au niveau de l'autel,
de la divinité, ces sacrifices sont publics. On ne se cache pas. Maintenant, vous voyez un peu, c'est communautaire, et vous n'allez pas trouver de gris-gris ou quoi lié, n'est-ce pas, à une divinité, non. Prenons le cas des fétiches. Le fétiche est personnel, ou à un certain moment donné, il peut avoir un caractère familial. Il n'y a que lui, le féticheur, qui vous dira, ah, moi, ce sont les génies, par exemple, là, des eaux qui m'ont initié, qui m'ont donné, n'est-ce pas, le fétiche. Ce sont les génies de la brousse qui ont fait ceci ou cela pour moi, et voilà le fétiche. C'est personnel, il installe son fétiche. Le jour où il doit quitter le village, il emporte son fétiche. Ensuite, il y a toujours des amulettes liées au fétiche. Vous allez voir par exemple des bagues, des ceintures, des bracelets, etc. C'est toujours lié, n'est-ce pas, au fétiche. Donc c'est personnel. Alors, maintenant, une des caractéristiques importantes, c'est que le fétiche, le gars a amené son fétiche, il va vous dire ça a tel et tel pouvoir. Mais ça n'engage que lui. Celui qui y va vous dire, ah, mon fétiche là, ah, lui, si tu veux avoir un garçon qui se présente, ah, il va dire au garçon là, si tu veux avoir du succès auprès de moi, j'ai le fétiche. Tu vas, tu le vois. Mais une divinité ne va jamais faire ça. Un dernier mot par rapport, n'est-ce pas, au fétiche. Il y a autant de fétiches que d'ambition des hommes. Et les gens même les inventent. Ils sentent qu'il y a un besoin pressant. Eh bien, le gars arrive et je dis, ah non, moi j'ai le fétiche qui permet, n'est-ce pas, de résoudre ce problème. C'est totalement différent. Mais il faut savoir, n'est-ce pas, que les féticheurs devraient aider les divinités pour instaurer l'ordre et la discipline au sein de la communauté. Parlez-nous un peu du rôle de la sorcellerie dans le maintien de la paix sociale. Ah, écoutez là, nous parlions tout à l'heure de la discipline qu'il y avait au village. Mais au village, et je vous disais, en dessous, ce sont les confréries qui travaillent. Si vous commettez une faute, il y a des sanctions qui sont échelonnées. Vous avez l'amende, c'est ce que la justice... Voilà. Ensuite, il y a le bannissement. En fait, le bannissement doit correspondre un peu à l'emprisonnement. Mais il y a la peine de mort. Mais on ne la prononce pas. C'est la confrérie qui va régler ça. Pour qu'il y ait la paix, l'ordre, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la justice. Mais c'est l'application effective des lois. Le laxisme entraîne toujours le désordre. Et l'une des caractéristiques, l'une des forces de nos communautés, de nos traditions, je veux dire, c'est le respect strict des lois. Il n'y avait pas, vous avez commis une faute, tout le monde savait, n'est-ce pas, au sein de la communauté, il y a quelle sanction. Il y a des fautes, quand vous les commettez, on se dit, n'est-ce pas, forcément, la personne va mourir. Et effectivement, la personne meurt. Donc, ne n'oubliez pas, la contribution, c'est la rigueur avec laquelle les lois étaient appliquées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Déjà, il y a des gens qui sont là, qui ont compris à peu près le système, qui utilisent ça pour brimer. Une fois que vous brimez, vous ne pouvez plus apporter, n'est-ce pas, de l'ordre, parce qu'il y a de l'injustice qui se manifeste. Malheureusement, c'est le cas.
Il y a beaucoup à dire, hein, mais Ah ouais. malheureusement, nous sommes à la fin de l'entretien. tout à fait. Le livre est disponible où et à quel prix? Il sera bientôt à la librairie Jeunesse d'Afrique. Et il fait 5 000 francs. D'accord. Voilà. Et un numéro de téléphone? Un numéro, c'est le 66 15 86 55. Nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Ah oui, c'est vous dire grand merci. Grand merci parce que un de mes objectifs, c'était de pouvoir m'exprimer et atteindre le maximum de jeunes. Parce que l'objectif du livre, c'est d'éclairer les jeunes sur ce phénomène, n'est-ce pas, de sorcellerie qui les effraie tant. Je vous remercie vraiment infiniment, Savane FM ou bien c'est... Bon, Savane Média. c'est Savane Média, Oui, vraiment, oui. merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que nous étions en entretien avec Bali Nebié, auteur du livre Tout savoir sur la sorcellerie en Afrique subsaharienne, sans détour ni tabou. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est tout pour la rubrique invité du jour. Nous allons accompagner notre invité avec ceci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous parlons aux bonnes affaires avec Jean-Aimé Bayili, dit Jones. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, je suis toujours heureux d'être sur ce plateau parce que c'est un plateau qui me permet vraiment d'être à l'aise, de pouvoir parler de mes activités comme il se doit. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau ce matin. Pourquoi vous avez décidé d'organiser Camp Vacances Humour? Alors, l'objectif de Camp Vacances Humour, il faut dire d'abord, dans un premier temps, c'est de préparer la relève. Parce qu'il faut dire que à un certain moment, pour tout boulot qu'on fait aujourd'hui, il faut passer le témoin aux plus jeunes. Et aussi professionnaliser le milieu. Parce que les gens sont toujours en attente de spectacles professionnels. Donc, préparer la relève, déceler des talents. Et puis, essayer vraiment de bien professionnaliser le domaine afin qu'on ait de très beaux spectacles lorsque les gens se déplacent pour aller suivre. Et c'est la quelle édition? Nous sommes à la 10e édition. 10e édition, placée quand même sur un thème où c'est la résilience. Il faut dire que durant ces 10 années, nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup bataillé pour avoir aujourd'hui des humoristes de renom qui font la fierté du pays. D'accord. Et comment ça va se passer concrètement?
Alors, ça va commencer du 11 août, c'est-à-dire le lundi juste à côté, jusqu'au 29 août. Durant 2 semaines, nous allons travailler sur plusieurs modules, à savoir la prise de parole en public, l'écriture du texte comique, l'improvisation, l'occupation scénique. Nous allons travailler sur le jeu d'acteur. Donc, tous ces modules-là seront enseignés durant cette période. Il faut avouer qu'en même temps, il y aura mes collègues humoristes qui viendront me donner un coup de main afin que ça ne soit pas monotone, afin qu'il y ait vraiment plusieurs visages qu'on voit. Il y en a qui viendront partager leur expérience avec les plus jeunes. Et déjà, je peux dire qu'il y a beaucoup d'inscrits du côté de Bobo Dioulasso, de Toussiana, de Dédougou, de Tinkodogo et de Ouagadougou. Et ça va se passer juste à côté de vous, ici au siège de l'ISPP à Kouritenga, pour la modique somme de 25 000 francs. Quel bilan peut-on faire sur les précédentes éditions? Alors, je dirais un bilan positif, parce que hier déjà, lorsque je suivais les informations sur les réseaux sociaux, j'ai vu Momo, l'intellectuel, installé à côté du ministre avec Loukman, avec Aïlé. J'étais tellement heureux de voir que c'est des personnes qui ont pris part à Camp Vacances Humour. Si tu prends Loukman est venu en 2016, Momo est venu en 2019. Nous avons des fiertés telles que Somme le Sapeur, nous avons les Homo Toké, nous avons Adia Apuchou, nous avons Trésor le Phénix. Ils sont nombreux comme ça, qui remportent chaque année des prix. Et vous dites que le prix cette année, Jeune Talent Humour, a été remporté par un jeune qui a pris part à Camp Vacances Humour en 2021. Et l'année dernière, 3 minutes pour faire rire, c'est un jeune qui est venu à Camp Vacances Humour 2016 qui a remporté le prix. Donc c'est un sentiment de joie qui m'anime. On partage les mêmes scènes, voilà, il touche des cachets souvent que moi et j'en suis fier, j'en suis heureusement fier. Qui peut prendre part à ce camp? Alors, il faut savoir juste parler parce que quand j'en avais parlé il y a de cela quelques années, les gens voulaient m'amener des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Voici l'enfant ne sait pas parler, l'enfant ne peut pas faire rire. Compliqué. Voilà, donc on prend la plupart du temps des enfants qui savent déjà s'exprimer, des enfants peut-être de 10 ans, il y en a qui ont 9 ans. Mais c'est de 10 jusqu'à, il y en a qui ont 35, 40 ans qui viennent. Il y en a qui sont des enseignants qui veulent avoir la prise de parole en public. Il y en a forcément qui viennent aussi prendre part à cette formation pour juste essayer quand même au niveau de leurs établissements de pouvoir s'exprimer en face de tout un public. Il y en a aussi, c'est pour participer à des émissions où je suis assis comme ça, pour pouvoir faire des émissions radio, des émissions télé. Donc c'est vrai que c'est l'humour qui est en tête. Aussi, il y a une formation en interne sur les maîtres de cérémonie dont je suis. On va rappeler les conditions de participation. Alors, conditions de participation, c'est 25 000 francs. Et je pense que les inscriptions vont prendre fin le dimanche. Voilà, ce dimanche, parce qu'après il faut faire tout un bilan pour voir tous ceux qui sont inscrits, pour pouvoir essayer de répertorier les choses et puis commencer évidemment le lundi 11 à partir de 8h au siège de l'ISPP à Kouritenga. D'accord. Et où on peut s'inscrire? On peut s'inscrire sur 3 numéros. Les 3 numéros, il y a le 76 61 67 44 qui est mon WhatsApp, soit vous m'appelez ou bien vous m'écrivez. Et il y a le 70 62 55 01 et puis vous avez le 78 63 83 84. Donc je reprends 76 61 67 44, 70 62 55 01, le 78 63 83 84. On va vous demander de lancer un message aux parents qui nous suivent actuellement, surtout procéder à l'inscription des enfants car c'est très important. C'est très important. Nous sommes en période de vacances et je pense que le rire, on le dit tous les jours, le rire est thérapeutique. Nous avons des enfants souvent à la maison qui sont très timides, qui n'arrivent pas. Je tire mon chapeau comme ça à une dame qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah, l'année dernière, je vous ai fait venir mon enfant qui était très timide, mais aujourd'hui, il s'exprime, il est à l'aise. » Et à tous les jeunes qui veulent embrasser la carrière pour devenir des humoristes tels que Gombo.com, Moussa Petit Sergent, Philomène Nanema, la Jaguar, pour ne citer que ceux-là, l'occasion vous est donnée de venir suivre la formation parce qu'il faut apprendre. Et quand tu te formes, tu es vraiment à l'aise pour pouvoir affronter le public. Surtout un public très exigeant ces temps-ci. Ouais.
D'accord. Merci bien pour ce message qui est bien passé. C'est tout pour aujourd'hui et je rappelle à ceux qui nous suivent actuellement que nous étions en entretien avec Jaime Baili. C'est un humoriste. Nous on l'appelle affectueusement Jones. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre constante fidélité. Je vous retrouve demain à partir de 7h30 pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. On se dit bye bye et à très bientôt.